Fidélité 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition de la soirée. Tout de suite, les titres. Des cas de fraude massive entachent l'organisation du brevet de fin d'études moyennes, des manquements qui font réagir l'intersyndicale des enseignants, des enquêtes sérieuses pour situer les responsabilités, une exigence des éducateurs. Après décision du garde des Sceaux de réquisitionner les greffiers, le site Juste riposte pour Ayaboun Diop et ses camarades. Cette décision est une atteinte sérieuse au droit de grève. Et puis Cœur Mousseux contre le projet d'aménagement de la nouvelle ville de Thiès, un projet de l'État qui s'étend de la bourgade à l'aéroport de Thiès, mais à peine annoncé, les riverains s'y opposent. Les raisons au cours de cette édition. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec l'affaire El Haj Babacar Dioum, alias Coach Barma, placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges. Il est poursuivi, je rappelle, pour association de malfaiteurs, stockage et diffusion de données à caractère personnel, d'images contraires aux bonnes mœurs et pédopornographiques, d'atteinte à la vie privée, d'extorsion de fonds, de menaces, de chantage, de blanchiment de capitaux, mais aussi de faux sur des documents publics administratifs, et nous y reviendrons certainement lors de nos prochaines éditions. L'ouverture d'une enquête sérieuse, c'est ce que réclament les syndicats d'enseignants après constat de fraude massive au brevet de fin d'études moyennes. Des cas de tricherie ont été notés dans de nombreux centres d'examen répartis à travers le territoire, notamment à Mbour et à Louga. Face à ces irrégularités, une exigence selon les enseignants plutôt, naturellement situer les responsabilités afin de rétablir la confiance des citoyens dans le système scolaire national. Le point, c'est avec Fatou Bintou Conté et Mohamed Nabidjan. Cette année, les cas de fraude sont venus entacher les épreuves du BFM, le brevet de fin d'études moyennes. Presque dans toutes les localités du pays, des candidats sont pris en possession des épreuves, parfois déjà corrigées ou en train de tricher avec leur téléphone portable. Une situation désolante pour les syndicats d'enseignants. A atteint des proportions, mais insoupçonnées. Et aujourd'hui, cela montre déjà qu'il faudrait qu'on puisse mener une réflexion très approfondie par rapport à cette situation. Déjà, avec l'effet amplificateur des appareils, téléphones et autres appareils assimilés, tout le monde a vu l'ampleur que cela a eu. Et déjà, pour moi, je dois le rappeler, il y a eu un manquement de la part des autorités, d'autant plus que lors de la rencontre du 30 mai 2025, ils avaient pris l'engagement de mettre devant tous les centres un dispositif de récupération des téléphones, ce qui n'a pas été appliqué. Et c'est franchement regrettable. C'est d'autant plus que lors des 2 conseils interministériels qui devaient préparer les examens, moi personnellement, j'avais attiré l'attention sur ça. Parce que j'avais reçu de beaucoup de mes responsables départementaux des notes qui attiraient mon attention sur les fraudes notées lors des éditions précédentes. D'ailleurs, s'indigne du communiqué du ministère de l'Éducation nationale qui minimise les faits. De ne pas minimiser le fait, surtout à travers le communiqué qu'ils ont eu à produire, en minimisant, il faudrait plutôt reconnaître que même s'il y a un seul cas de tricherie, c'est extrêmement grave pour le système éducatif. Minimiser en fait des cas de fraude, quelle que soit l'ampleur, c'est quelque chose d'irresponsable, de totalement irresponsable. Je crois que quand à l'occasion d'un examen, des fraudes sont signalées, ce qui peut jeter le discrédit sur le diplôme et pénaliser même de bons élèves qui ont travaillé correctement et bien pour réussir. Ainsi, il demande le SAEMS, comme le CUSEMS, que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Et aujourd'hui, le SAEMS exige qu'on prenne des décisions très sérieuses sur ces questions-là, qu'une enquête soit ouverte, qu'on puisse situer les responsabilités, mais également que tous les auteurs qui seront concernés par ces faits-là soient sanctionnés et durement sanctionnés. Quand on parle de fuite, il y a quand même depuis le processus d'élaboration des sujets, de distribution des sujets, même là où l'on a déposé les sujets pendant une bonne période, mais il faut voir tout ce circuit-là pour voir là où il y a eu une faille. Sans doute que dans la chaîne d'élaboration
de production et de ventilation des épreuves, il y a eu des manquements. Et ces manquements-là, il faudra qu'on arrive à les pointer et que les responsables soient sévèrement sanctionnés. Le BFM est malheureusement marqué depuis quelques années par des incidents de fraude. La fraude est devenue un problème récurrent au Sénégal, nécessitant une vigilance de la part des autorités éducatives. Je vous l'annonçais en titre, réquisition des greffiers par le ministre de la Justice, une décision qui est une atteinte grave au droit de grève. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général des inspecteurs et inspectrices du travail. Le site Juste, quant à lui, déplore l'attitude du garde des Sceaux et compte battre le macadam pour contester cette décision. Les détails, c'est avec Pape Faraning. Après plus d'un mois de grève des greffiers, des conséquences néfastes sur les jugements ont été notées. Le ministère de la Justice, par une circulaire, met fin à cette grève par une note de réquisition, un acte légal selon les lois et règlements du pays. La réquisition des fonctionnaires en grève au Sénégal, c'est une mesure légale qui est prévue par la Constitution, comme vous le savez. La grève, c'est un droit qui est reconnu par la Constitution en son article 25. Et c'est ce même article qui encadre également ce droit. Et en encadrant ce droit également, il permet à l'autorité de procéder à des réquisitions en cas de grève. Donc la réquisition, c'est une mesure légale qui est également prévue par la Constitution et également par le statut général des fonctionnaires en son article 7. Même si c'est un acte administratif légal, les acteurs de la justice estiment que le ministère fait fausse route pour régler définitivement le problème. Mais nous tenons à dire que monsieur le ministre de la Justice est en train de faire fausse route. Au lieu de procéder par contrainte ou par coercition, il aurait été plus indiqué de sa part de provoquer des discussions empreintes de considération et de respect pour qu'on puisse aboutir à des solutions pérennes. Cette réquisition des greffiers est aussi une menace pour le droit de la grève, déplore cet inspecteur du travail. On peut dire que c'est une menace au droit de grève, c'est également même une limite à l'exercice du droit de grève, dans la mesure où c'est une mesure qui permet à l'autorité de rappeler les travailleurs qui sont partis en grève. Donc, c'est bien une limite au droit de grève. De ce fait, les grévistes vont utiliser d'autres moyens légaux pour se faire entendre. Il nous appartient de procéder à des manifestations, à des marches, à des sittings, c'est-à-dire d'intensifier la lutte pour nous faire entendre davantage afin de provoquer la volonté politique nécessaire pour sortir de cette crise, étant donné que nous n'avons pas d'interlocuteur avec qui parler. Après 1 mois et 4 jours de grève des greffiers, le ministère de la Justice sonne la fin du calvaire des détenus qui ont subi négativement ce mouvement. Et nous restons avec ce sujet. Malgré les mesures prises par le ministre de la Justice à Saint-Louis, les citoyens rencontrent toujours autant de difficultés pour se procurer des documents administratifs. Constat fait au tribunal de grande instance de la vieille ville. Sur place, peu d'usagers ont fait le déplacement ce mardi et d'ailleurs ils sont tous rentrés bredouillés. Le point, c'est avec Ousseynou Diop et Abib Sek. Du tribunal de grande instance de Saint-Louis. Le jeune âgé de 33 ans n'est pas du tout content. Depuis plus d'1 mois, il fait des va-et-vient pour récupérer un papier. Mais la grève des greffiers bloque tout. Jusqu'à présent, peut-être qu'aujourd'hui, ça s'améliore. Mais il y a de cela 1 mois, je fais des va-et-vient et rien n'est encore sur la table. Un autre étudiant du nom de Mohamed Moustapha Tal vient également d'arriver. Nous l'avons attendu devant la grande porte du tribunal. Il risque de rater un concours qui sera clôturé bientôt. S'il ne travaille pas, moi je ne serai pas donc accepté à ce concours-là. Et ça me pénalisera beaucoup. Pour ces citoyens sénégalais, l'État et les greffiers doivent trouver un consensus pour régler définitivement ce problème.
Présent rien, parce que j'ai entendu dire que les greffiers sont en grève depuis un mois, et ce qui n'est pas normal selon moi, parce qu'ils sont là pour la population, et je pense que l'État doit prendre des mesures concernant cette situation. Du moins. Au tribunal de grande instance de Saint-Louis, nous avons noté la présence de quelques citoyens venus désespérément récupérer leurs papiers, mais avec la grève des greffiers, ils sont obligés d'attendre encore. Après 19 ans d'union, plus rien ne semble aller entre Sonatel et sa marque commerciale Orange. L'intersyndicale des travailleurs dénonce une détérioration des conditions de travail, en plus d'accuser Orange de freiner son expansion sur le marché panafricain. Rosemarie Diouf est secrétaire générale du syndicat des travailleurs de Sonatel et elle nous en dit plus au micro de Lisa Prera. Oui, effectivement, nous avons eu à faire un communiqué où nous expliquions la situation que nous vivons avec le partenaire stratégique Orange France, mais c'est une situation qui n'est pas, l'on peut dire, d'actualité, parce que c'est depuis plusieurs années que nous fustigeons justement les décisions et le positionnement du partenaire stratégique dans Sonatel, parce que nous pensons que ce partenaire stratégique a 42% dans le capital et ne saurait se considérer et se comporter comme un propriétaire. Et c'est tout comme. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons au travers de la gouvernance que Sonatel a été sous tutelle de MEA, et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans cette gouvernance, tout est adressé et référé à MEA. Or, nous pensons que ça, c'est l'attitude d'un propriétaire. Kumbom, moi, boum, di boumi, excusez-moi, je suis passée au français, mais au Wolof, mais c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Et par rapport à cela, les choix et les situations que nous vivons, c'est la croissance externe qui devient problématique, parce qu'aujourd'hui, nous avons l'ambition de pouvoir toucher des marchés qui sont beaucoup plus grands, mais le partenaire stratégique s'y oppose. Et également, au niveau du conseil d'administration où toutes les décisions sont prises, nous voyons que le partenaire stratégique a 5 représentants. Or, du fait de sa participation au capital qui est de 42%, il devrait être à 4 représentants. Et cela est pour nous problématique. Et cela, c'est tout cela que nous avons dit à l'État, au travers de nos différentes sorties, pour leur dire que nous appelons à leur responsabilité et qu'aujourd'hui ils sont garants de l'équilibre et qu'il faudrait qu'au niveau de la gouvernance, elle puisse être revue dans tout son ensemble. Hors de Dakar, à Djorga Montagne, c'est dans la commune de Rufisque Nord, c'est plus de 30 maisons qui ont failli être démolies ce matin sous escorte des gendarmes. Une opération musclée menée par une société immobilière liée selon les habitants à un homme d'affaires influent et qui a provoqué la panique ce mardi matin après plusieurs heures de tension mais aussi de discussion entre le préfet, le maire et les notables du quartier. L'opération a été finalement interrompue. Nous écoutons tout de suite Hassan Kassé, il est maire de la commune de Rufisque Nord et nous en dit plus au micro d'Abdou Diouf Diagne. Appelé pour me dire qu'en fait la gendarmerie était là, qui dans l'optique d'exécuter une décision de justice portant démolition de ces maisons. Et comme je l'ai dit au propriétaire aussi, je lui dis que pour moi, dans ces genres de situations, le mieux c'est d'essayer de trouver la solution la meilleure. Et la solution la meilleure, c'est d'essayer de trouver le juste milieu. Permettre aux populations de rester dans leur maison, mais à côté également voir dans quelle mesure on peut accompagner le propriétaire. Moi, je suis dans cette dynamique. Il m'a dit qu'en fait, lui, on n'est pas dans une dynamique, mais on est statique. Mais je trouve que moi, ce qu'on est en train de faire jusque-là, c'est une dynamique. Parce que aussi, ces genres de problèmes, la réflexion devrait être portée à fond. Bon, je suis d'accord qu'il est le propriétaire, qu'il a un titre qui lui permet aujourd'hui de demander à la justice d'entrer dans ses droits. Mais ce que je lui dis encore une fois, c'est lancer un appel vraiment à socialiser cette situation. Et l'option qui a été retenue avec le préfet, que je remercie au passage, qui a su décanter la situation, c'est de suspendre et de retourner à la table de discussion, de négociation. Moi, j'ai défendu mes populations. C'est dans mon rôle. Maintenant, dans cette discussion qu'on va trouver, c'est sûr qu'il y aura quelque chose qu'on mettra sur la table pour permettre, nous, à nos populations, de rester là où elles sont.
Pas loin de Djorga Montagne, Keur Mousse, alors qu'un conflit foncier opposant les populations à des particuliers y perdure depuis plus d'une décennie, voilà que l'État du Sénégal vient de dévoiler son projet de nouvelle ville à Thiès, un projet d'aménagement qui s'étend justement de Keur Mousse à l'aéroport international de Diass, une décision qui naturellement n'agrée pas les habitants de cette commune dont les ardeurs ont déjà été émoussées par des années de conflits avec des promoteurs. Toutefois, le collectif And Defar Keur Mousse ne compte pas se laisser faire. Charanta Diop et Saïla Dia. Les nouvelles autorités ont décidé d'initier un vaste projet de réaménagement du plan de lotissement sur le site dénommé la nouvelle ville de Thiès. And Defar Keur Mousse fustige et condamne fermement cette décision. La population de Keur Mousse rejette. Nous appelons l'État à revoir cette décision parce que des milliers et des milliers de familles y gagnaient leur pain. Donc si l'État vient aujourd'hui pour un projet d'utilité publique, l'État devrait en amont discuter, échanger, concerter avec les populations pour voir les tenants et les aboutissants d'un tel projet. Ces populations de Keur Mousse alertent les autorités sur un conflit foncier qui dure depuis des décennies. Elles dénoncent l'accaparement de leurs terres. De vous entretenir à nouveau du conflit foncier qui oppose la population de Keur Mousse à la famille Filfili et l'archidiocèse de Dakar. Depuis des décennies, les populations de Keur Mousse luttent contre la spoliation de leurs terres. Les contestations sont devenues courantes à Keur Mousse. Et au début des années 90, Filfili, qui revendiquait des droits sur ses terres, avait porté l'affaire au tribunal de Dakar, mais il a été débouté. Malgré ce revers judiciaire, sa famille est revenue à la charge. Ces jeunes de And Defar Keur Mousse campent sur leur position. Ils exigent la restitution de ces terres aux familles, disent-ils, injustement dépossédées. Au marché central de Kaolack, vive tension entre des commerçants et la municipalité, en cause une supposée volonté des responsables de la mairie de s'immiscer dans la gestion du marché en imposant ces hommes, une situation que les commerçants ne sont pas prêts d'accepter. Les détails avec Ousmane Dem. D'après ces commerçants, ils n'ont jamais manqué à leur devoir pour la bonne marche de ce marché. Parce que tout simplement, il y avait tout au début une très bonne concertation jusqu'à ce qu'on nous appelle dans tout le marché Mbourokso. Et c'est trouvé qu'à un moment donné, il y a eu des couacs. Mais cela ne vient pas de nous. Parce que nous sommes des syndiqués. Et un syndiqué, c'est juste des revendications qu'il va faire. Il fait des revendications s'il y a lieu. Toutefois, ils estiment que la municipalité minimise leurs efforts à cause d'un différend qui l'oppose au délégué principal. Nous disons à M. Seringou que nous ne sommes pas dans la dualité. Nous sommes dans son programme Diapal Madiap. Les différends qui peuvent exister entre lui et Lamindao, citoyen Kaolakwa, ne doit pas affecter le marché central de Kaolack. De l'avis de ces commerçants, le maire Serigne Mboup doit arrêter de s'immiscer dans les affaires internes de ce marché. Parce que ce n'est pas le maire qui désigne un délégué sectoriel, ce n'est pas le maire qui doit désigner un délégué principal. Le maire, ici, c'est un truc privé. Il dit que c'est lui le responsable du marché. On est parfaitement d'accord. Mais nous sommes les locataires. Un locataire, quand il y a des fissures dans le mur de sa maison, il te fait une remarque pour te dire que, ou bien il passe une remarque pour te dire que viens refaire ton toit. Mais à défaut, si la personne ne vient pas dans l'immédiat, mais je ne vais pas laisser que le toit s'effondre sur moi-même. Je vais prendre mes responsabilités de faire. Après maintenant, il y aura des réglementations qui vont se faire. Mais c'est la même chose, c'est la même configuration et c'est la même... Et quel est le problème? Face à cette situation, ces commerçants interpellent le préfet de Kaolack. Et la réplique de la municipalité ne s'est pas fait attendre par la voix de Babacar Diack, le responsable des équipes marchands. Le bureau communal nous apprend que c'est bien le maire qui est auteur d'une circulaire mettant fin aux fonctions des délégués du marché. Le voici au micro d'Ousmane Dem. Technique. Direction technique bi am ay agents yu xarañ ak agents yu doy yoo xam ne seen liggéey ci loolu la màcc
À la mairie de Kaolack, nous avons un service de la direction technique qui dispose d'une équipe dont la compétence est avérée. Ce n'est pas n'importe comment que l'on construit des dalles. Cela demande beaucoup de choses dont ces commerçants ignorent. Nous pensons que c'est un travail technique qui ne relève pas de leurs compétences. Avant d'entreprendre de telles initiatives, ils devraient s'approcher de cette direction technique pour plus d'informations. L'autre problème concerne le statut des délégués de marché. Le maire Serigne Mboup a notifié dans une circulaire qu'il ne reconnaît plus ses commerçants comme étant des délégués de marché. Tous ceux qui s'entêtent dans cet exercice seront poursuivis pour usurpation de fonction. C'est officiel, désormais au patrimoine immatériel national du Sénégal figure le Grand Magal de Touba, une reconnaissance appréciée à sa juste valeur par la Commission Information et Culture du Grand Magal, laquelle se prépare déjà à l'inscription du Grand Magal de Touba au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Je vous propose d'écouter tout de suite Cheikh Abdou Lahad Gaïné Fatma. Ces propos sont recueillis par Talassamba. Positive, parce que c'est une décision qui vient à son heure. À la suite du jour férié du Magal de Touba, qui a été décrété, je pense, en 2012, et aujourd'hui, donc, c'est un nouveau pas qui vient d'être franchi dans la reconnaissance officielle du Magal, qui aujourd'hui occupe une place extrêmement importante dans la vie de la nation, de toute la nation sénégalaise. Parce que le Magal joue un rôle important dans l'économie nationale, générant plus de 250 milliards de chiffre d'affaires. Le Magal joue un rôle extrêmement important dans la stabilité du pays, dans la cohésion nationale, dans la préservation de la paix, avec toutes les communautés qui se retrouvent à Touba en harmonie pour rendre grâce à Allah. Donc si aujourd'hui l'État du Sénégal franchit donc ce pas, cela ne peut que nous réjouir et nous profitons de cette occasion que vous nous offrez pour les remercier avec le président de la République à sa tête et tout le gouvernement, en tout cas pour cet acte hautement symbolique mais extrêmement important. Premier pas, une reconnaissance beaucoup plus large, une reconnaissance donc mondiale par le biais de l'UNESCO. Et là aussi, c'est l'État du Sénégal qui va porter donc le dossier. Et je pense qu'ils sont donc sur la bonne voie. Et en tout cas, c'est ce que nous attendons donc d'eux. Le reportage du jour à présent, si vous êtes habitué à naviguer sur la toile sénégalaise, une histoire qui ne vous a certainement pas échappé. Le retour triomphal d'un berger transhumant pas comme les autres. Il s'agit de Demba Hamadi Sada, accueilli comme un héros chez lui à Mbanane. C'est dans le Fouta. Il s'agit d'un jeune berger qui fait exploser les réseaux sociaux depuis le Mali, où il séjournait ces 5 dernières années. Exploit personnel ou pouvoir mystique, les autorités de Matam étaient en tout cas obligées de mobiliser la gendarmerie pour contenir la foule à Mbanane. Notre correspondant Ali Bandelnian était de la partie reportage. Il s'agit bien de Demba Hamadi Sada, un jeune berger de retour du Mali où il séjournait avec son troupeau depuis ces 5 dernières années. Parti très jeune en transhumance, le fils de Mbanane, à 1 kilomètre de Boïnadji, s'est fait distinguer dans les différentes courses de moutons. Tel une main de Dieu, le jeune devient un phénomène chez les Peuls du Mali. De retour au village au Sénégal, ce sont des milliers d'éleveurs qui sont venus de partout pour l'accueillir en Mbanane. Nous on l'a fait uniquement pour élevage, puis journée comme journée de l'élevage, journée nationale de l'élevage, comme journée de l'élevage. Demba, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Demba représente pour l'élevage, c'est quelque chose d'innovation dans la région. C'est quelque chose d'innovation dans la région. Alors, Demba vient du Mali, on sait qu'au Mali il y a l'insécurité, les peuples continuent d'y aller. Est-ce que vous n'êtes pas en danger? Non, nous conseillons les éleveurs, l'année prochaine, à partir du mois d'octobre, quel va de Mali. Présenté comme étant un personnage doté d'un pouvoir mystique, l'enfant prodige de Mbanane estime que seul le travail paye.
Je suis très content d'être honoré depuis le Mali, pays où j'ai séjourné pendant des années, mais surtout toutes les localités par lesquelles je suis passé depuis que j'ai quitté pour retourner ici en Banane. Aujourd'hui, je suis un homme très fier, comblé. Mes parents peuvent, fiers de l'être, c'est le sang qui coule dans mes veines. Mais le seul message que je veux faire passer aux jeunes, c'est qu'ils considèrent que seul le travail paye. Face à cette ruée de population venue par milliers pour l'accueil du jeune berger, les autorités administratives locales de Matam n'ont pas lésiné sur les moyens. Un impressionnant dispositif de sécurité composé des éléments de la gendarmerie déployés en Banane. Demba Hamadi Sada, qui fait en ce moment exploser les réseaux sociaux dans la région de Matam. Merci à Ali Bandelnian. La page des sports à présent et nous démarrons par le Viet Vo Dao, le championnat régional de Dakar de Viet Vo Dao, section Union sénégalaise de Vovinam a vécu Dahaba Dramé, 13 médailles d'or, Gendarmerie nationale 12 médailles et Blaise Diagne 7 médailles d'or sont sur le podium des clubs. Fatoumata Ba et Ibrahima Badji, quant à eux, ont été désignés meilleurs athlètes de la compétition. Le compte-rendu est signé Chersadi Boudjara. C'est la fin de règne de la gendarmerie nationale de Koloban au championnat régional de Dakar de Viet Vo Dao. Le club d'Aba Dramé de Kermassar a mis terme à sa domination qui durait depuis 2013. Le nouveau champion régional a remporté 29 médailles, dont 13 en or, 11 en argent et 5 en bronze dans une compétition de haute facture. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que nous avons un niveau technique qui commence à évoluer. Et ça, vraiment, c'est grâce à un travail très important et un travail magnifique des responsables de salle qui travaillent dans les clubs. Nous avons vraiment remarqué que du côté combat, surtout, une très grande évolution des pratiquants. Alors cela prouve que ce qu'on avait négligé dans les années passées est en train d'être donc réglé ces années-ci. Nous nous préparons pour les championnats nationaux qui se profilent à l'horizon, c'est-à-dire au mois d'août, Inch'Allah, à l'intérieur du pays. De belles perspectives pour le championnat régional de Viet Vo Dao de Dakar. Notre objectif est d'apporter des innovations de taille, mettre en place un championnat moderne avec d'autres récompenses en dehors des trophées. Elles sont destinées aux 3 premiers clubs, au club Fair Play et aux meilleurs athlètes, dames et hommes. L'année prochaine, nous comptons mettre la barre plus haut avec un matériel de haut niveau en espérant un soutien des partenaires. La meilleure athlète dame se nomme Fatoumata Ba du club d'Aba Dramé avec ses 5 médailles d'or. Avec le même nombre de distinctions, Ibrahima Badji du club Blaise Diagne est le meilleur athlète homme. Dans le cadre de la relance des compétitions sportives dans les écoles sénégalaises, le Festival national du sport va se dérouler à Dakar du 29 juillet au 4 août prochain. 2500 participants vont se mesurer sur 8 disciplines sportives. Un événement de grande envergure qui a nécessité une réunion de coordination sur la prise en charge sanitaire, la sécurité et les conditions d'hébergement. Compte rendu toujours signé Chersadi Boudjara. Le Festival national du sport scolaire deuxième du genre, c'est du 29 juillet au 4 août prochain à Dakar. Une activité qui requiert plusieurs préoccupations. Des filles et des garçons, sur une délégation de 2520 participants attendus, les 1976 seront des élèves. Donc il est essentiel de les mettre dans de très bonnes dispositions, surtout sur le plan sanitaire en période d'hivernage, mais aussi s'occuper un peu de leur bien-être à ces moments de compétition, d'échange et de fourniture d'efforts physiques soutenus. La sécurité, elle est globale, elle est liée à la sécurité au niveau des forces de défense et de sécurité, mais aussi pour l'intervention de forces spécifiques comme la brigade des sapeurs-pompiers et aussi une couverture médicale d'appoint. Il y a également un aspect important, c'est un peu l'inclusion sportive. Une deuxième édition plus ambitieuse, plus de participants, plus de sport, mais pas seulement. Il y a 8 disciplines sportives qui sont retenues. En dehors de ces disciplines, maintenant, il y a d'autres activités
connexes qu'il va falloir tenir parce qu'on veut mettre à contribution la présence des enfants pour surtout coller au thème de l'activité qui est sport scolaire, école des valeurs, pour en profiter pour inculquer à ces enfants les valeurs positives de notre société que nous pouvons véhiculer rapidement, plus facilement à travers le sport. Et nous voulons mettre à contribution en tout cas ce séjour pour leur permettre de découvrir toutes ces valeurs, mais aussi qu'il y ait un brassage réel entre les enfants issus de toutes les contrées du Sénégal. Et nous voulons également mettre en contribution leur présence à Dakar aussi pour leur permettre de découvrir d'autres sports et d'autres fonctionnalités dans la vie quotidienne. Un événement prévu au stade Léopold Sédar Senghor, entre autres. Lycée Sergent Malamine Camara, les lycées comme le lycée LPA 13, le lycée Aminata Sopal également pourraient être mis à contribution dans l'hébergement parce que les capacités d'accueil du stade en termes d'hébergement ne suffisent pas. Le chevauchement probable entre ces activités-là et les activités navétanes, ce qui demandera au niveau de la planification opérationnelle une coordination avec le DECAV pour voir les plages qui pourront être libérées pour nous permettre de mettre à contribution les infrastructures également sportives qui sont autour du stade pour éviter de tenir les compétitions jusque tard dans la nuit. Le Festival national du sport scolaire, une bonne manière de relancer les compétitions sportives dans nos écoles. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous tout de suite. La seconde partie du Soir d'info assurée par Abdoulaye Der. Excellente suite de programme en notre compagnie.